Elle commence par Keil ou Kadosh. Exactement. Et on est... Alors, on va reprendre. On va reprendre rapidement. Nous, on va... Bon, d'accord. On va reprendre aux 2 points. Vous allez comprendre, ça va aller très vite. On va reprendre aux 2 points. On est à la fin du premier tiers de la page. Rapidement, vous allez voir. C'est quelque chose qu'on a déjà entamé la semaine dernière. C'est juste parce qu'on a besoin d'être sur la lancée. Aux 2 points, vous l'avez ? Ouais, Amar Rabbi Zahira. Zahira. Vous l'avez ? Très bien. Allez, on y va tout de suite. Hop, Benjamin, t'as une feuille ? C'est bon, Razak. Allez, on y va. C'est parti. C'est l'heure ? Oui, c'est l'heure. Alors, pour se replonger, donc vous allez voir, on va brosser ce qu'on a dit la semaine dernière. Amar Rabbi Zahira. Rabbi Zahira dit Amar Ravuna au nom de Ravuna. Donc tout l'enseignement, il est sur Ravuna. On a parlé de ça la semaine dernière. Yachid shekibel alav ta'anit, un particulier qui a pris sur lui un jour de jeûne. Afilu achal veshata kol halayla, même s'il a mangé et bu toute la nuit qui précède, et c'est normal puisque le jeûne ne commence que le matin. Même s'il a mangé jusqu'à l'aube et que maintenant l'aube arrive et que ça y est, il s'arrête de manger, les machar, à shacharit, ou mitpalel tefilat taranit. À shacharit, il fera anenu dans la Hamida, donc le passage du jeûne. Bien que son ventre soit plein parce qu'il a mangé toute la nuit, il a bu toute la nuit, c'est pas grave, c'est comme ça que ça fonctionne. Même s'il a mangé donc toute la nuit, à partir de shacharit, il fera directement la bracha de anenu. Je rajoute quelque chose qu'on n'a pas dit la semaine dernière. Certains considèrent que la bracha de Hanenu, je peux même la faire à Arvit qui précède le jeûne. J'explique. Je vais jeûner à partir du matin. Mais concrètement, mon état d'esprit du jeûne, mon état d'esprit du jeûne, mon état d'esprit du jeûne, il commence quand ? Demain matin. Non, c'est pas vrai. Parce que qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière ? On a dit que quand tu reçois un jeûne, quand tu prends un jeûne, tu dois le prendre déjà depuis la veille à Mincha. Ça veut dire que quand tu es à Arvit, tu es déjà dans l'état d'esprit de demain matin, je ne vais pas manger. D'accord ? Même si tu vas encore manger quand tu vas rentrer le soir à Arvit, même si tu vas encore manger toute la nuit. Mais dans l'état d'esprit, tu es déjà dans le jeûne du lendemain. Donc tu peux faire un Nénou à Arvit et manger pendant la nuit. Exactement. C'est pas la halakha, je dis pas que c'est la halakha. Ah, c'est pas la... Non, c'est pas la halakha. Mais c'est pas la halakha. Je vous dis juste que ça pourrait rentrer, d'après une des explications, ça pourrait rentrer dans la logique que de faire Hanenu dès Arvit. Pourquoi ? Parce que dans Arvit, on dit quoi ? Enfin, dans le texte de Hanenu, on dit quoi ? Hanenu beyom tsom ata'anitazé. Ce sera un jour de jeûne. Pas le soir, c'est vrai, mais ce sera un jour de jeûne. Et donc le jour de jeûne pour nous, il commence quand ? Il commence le soir. D'accord ? Une journée pour nous, c'est le soir. Donc depuis Arvit, tu es déjà dans la journée qui s'engage. Être en prédisposition et prononcer un Nénou, c'est peut-être... Pour moi, c'est... Mais si, parce que Hanenu, ça ne veut pas dire je jeûne maintenant. Je dis Hanenu beyom tsom ata'anitazé. Exauce-moi dans le jour du jeûne qui s'ouvre devant moi. C'est un jour de jeûne qui s'ouvre devant moi, qui commencera demain matin, certes, d'accord, mais c'est bien une journée de jeûne qui s'engage. Il pense. Chazak. Il prononce, il va manger toute la nuit. Oui, parce que je ne suis pas encore à jeun, mais je veux que mes tfilotes soient déjà, qu'elles soient exaucées, parce que ça sera un jour sur lequel je vais faire des efforts, puisque pendant la journée, je ne vais rien manger. Ce n'est pas la halakha, c'est juste un système de réflexion. Donc en tout cas, si j'ai mangé toute la nuit, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à Shacharit, tu pourras dire Hanenu, on avait fait tout le Tosfot la semaine dernière, on ne va pas revenir sur Tosfot. Lan beta'anito, et non mitpalel shel ta'anit. Par contre, Ravuna nous dit que si la journée est passée, j'ai jeûné, je me suis endormi à la fin du jeûne, j'ai pas mangé, je me suis réveillé le matin, je suis toujours à jeun, et que maintenant je fais Shacharit du lendemain matin, Ravuna nous dit, à Shacharit, tu fais pas Hanenu. Non, il va manger après. Razak, oui, mais il pourrait dire, ça fait 36 heures que je jeûne, moi. Alors quoi ? 36 heures que je jeûne et je peux pas dire Hanenu le matin ? Je suis encore à jeun. Pourquoi pas continuer ? C'est le jeune qui s'engage devant moi. Et il ne peut pas... Razak, donc.
Chazak. Mais c'est ça tout l'enjeu, ce sera ça tout l'enjeu sur lequel on était resté la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai rembrayé sur un passage qu'on a déjà lu la semaine dernière. Et donc, l'enseignement de Ravuna, il s'arrête comme ça, c'est tout. Il s'arrête comme ça. Celui qui dort à jeun et qui se réveille de ce jeûne-là, d'accord, le matin, à Shacharit, il fera pas Hanenu. Bien. Amar Rav Yosef. Et Rav Yosef va essayer d'interpréter Ravuna. Rav Yosef dit, Maïka Sava Ravuna. Pourquoi est-ce que Ravuna, il me dit que le matin à Shacharit, pour celui qui s'est endormi comme ça à jeun, pourquoi est-ce que le matin à Shacharit, il n'aurait pas le droit de faire Hanenu? Il est encore à jeun. Tant que je jeûne, je dis Hanenu. Réponse. Zvirale el mitani les shaot. Et c'était ça le grand sujet sur lequel on était resté. C'est de savoir, est-ce qu'un jeûne de quelques heures, ça s'appelle un jeûne? Que tu jeûnes une journée entière, ça je comprends. Tu l'as pris la veille avant de dormir, à mincha de la veille, tu t'es dit demain je vais jeûner, c'est très bien, c'est un jeûne d'une journée. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, tu vas jeûner, tu t'es réveillé le matin, tu dis, ah bah tiens, je suis encore à jeun. Je vais faire shacharit parce que je n'ai pas le droit de manger avant shacharit. Je vais faire shacharit, je serai encore à jeun. Mais dans ma tête, dans 1 heure, je suis à table. Donc, c'est un jeûne qui va durer quoi? 2 heures le matin, d'accord, 3 heures le matin. Est-ce que ce jeûne-là, ça s'appelle un jour de jeûne? Est-ce que ça s'appelle un jeûne pour dire Hanenu? Rav Yosef dit qu'il semblerait que d'après Ravuna, qui te dit qu'à Shacharit, tu ne dis pas Hanenu, il semblerait que la raison pour laquelle tu ne dis pas Hanenu, c'est parce que il n'existe pas de jeûne de quelques heures. C'est soit tu t'engages pour une journée entière, soit c'est rien. Et donc tu ne dis pas Hanenu. Ça, c'était la première opinion de l'interprétation de Ravuna. Odilma, ou bien, mitanim les shaot. Peut-être que non. Peut-être que Ravuna y pense qu'on peut jeûner pour quelques heures. Ah bon, alors si on peut jeûner pour quelques heures et que c'est valable, pourquoi je ne dis pas Hanenu à Shacharit alors? Ve'amitane les shaot et no mitpalel tefinata anit. Parce qu'en fait, il y a différents paliers dans le jeûne. Il y a le jeûne de quelques heures. Ça vaut quelque chose. Mais ce n'est pas suffisamment important pour déclencher la récitation de Hanenu. Et donc c'est peut-être ça qu'il pense Ravuna. Peut-être que Ravuna il dit, oui, ça vaut quelque chose, ton jeûne de quelques heures. Je ne dis pas que ça vaut rien. Tu es toujours à jeun, tu fais encore un petit sacrifice de nourriture pendant quelques heures le matin, ça vaut quelque chose. Mais de là à dire Hanenu dans la tfila, non. Parce que pour dire Hanenu dans la tfila, il faut jeûner toute la journée. Comme on a dit, Beyom som ata anitazé. Je dis Hanenu, dans Hanenu, je dis exauce-moi dans le jour de jeûne qui s'ouvre devant moi. Et là, ici, ce n'est pas un jour, c'est quelques heures. Donc peut-être que d'après Ravuna, oui, ça vaut quelque chose de jeûner quelques heures, mais pas au point de dire Hanenu. C'est comme si ces quelques heures, c'est une mitzvah pas finie. C'est une mitzvah qui n'aboutit pas. Non plus, parce que si tu dis ça, parce qu'une mitzvah qui n'est pas finie, c'est pas une mitzvah. Chazak. Donc comme il finit pas la journée. Et non, parce que regarde, si ça serait la première interprétation. La première interprétation, c'était de dire, ah non, un jeûne de quelques heures, c'est 0. Parce qu'effectivement, c'est un truc en plein milieu, et tu t'arrêtes, c'est 0. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, c'est non, c'est pas 0. Ça vaut quelque chose, mais on ne dit pas Hanenu quand même. Parce que c'est pas suffisamment important pour dire Hanenu. Mais ça vaut quelque chose. C'est pas que ça vaut rien. Ça vaut quelque chose, mais pas de dire Hanenu. Et maintenant, il y a Abaye qui intervient. Et regardez ce que dit Abaye. Amarle Abaye. Léolam kasava Ravuna. Mitani les shaot. Peut-être que non. Peut-être qu'on peut considérer que Ravuna, il pense que oui, un jeûne de quelques heures, ça vaut quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà exprimé. Ve'amitane les shaot mitpalel tefilata anit. Et que celui qui jeûne quelques heures, il peut faire Hanenu. Ah bon? Alors pourquoi Ravuna il dit que celui qui se réveille comme ça à jeun, il ne dit pas Hanenu? Voilà, il jeûne quelques heures, et en plus celui qui jeûne quelques heures, il peut dire Hanenu. Il n'avait pas l'intention au départ. Voilà. Et là ici, Veshane acha. Mais c'est différent ici, ça veut dire qu'il ne peut pas dire Hanenu dans notre cas de figure à nous, des ika shaot de l'elia, des lo kabil ale meikara. Réponse de Abaye, il lui dit parce que les heures de la nuit, il les a respectées malgré lui.
Lui, il n'avait pas l'intention de dormir à jeun. Lui, quand il a pris son jeûne à Mincha, il s'est dit, demain je jeûne. Mais à aucun moment il s'est dit, je vais jeûner jusqu'à après-demain matin. Donc les heures de la nuit, dans lesquelles il est à jeun, certes, mais il ne les a jamais prises sur lui. C'est par erreur. J'étais fatigué, je me suis endormi, je me suis réveillé que le matin. D'accord? Ces heures-là, dit Abaye, on ne peut pas les compter. Mais quelqu'un qui aurait dit, l'avant-veille à Mincha, moi je veux jeûner 36 heures, il dira à Nenou, même le matin, Chazak, Chazak, même si ça ne sera pas une journée entière. Pourquoi? Parce que d'après Abaye, un jeûne de quelques heures, c'est valable. Un jeûne de quelques heures, on dit à Nenou, mais à condition de l'avoir décidé. On ne peut pas jeûner par accident. Ça vaut rien. De jeûner par accident, ça vaut rien. Parce que le jeûne, c'est pas un régime. Le jeûne, c'est une intention de faire tes chouvas, de se travailler. C'est ça un jour de jeûne. Or, si toi, tu as dormi et tu te réveilles le matin et dis « Ah, bah tiens, bah je jeûne », bah non, ça marche pas comme ça. Et donc, c'est pour ça que Rav Huna il dit que celui qui dort à jeun, sans avoir calculé son coup, le matin, il se réveillera, mais il ne fera pas un Hanénou dans la tefila. C'est un jour de jeûne. Lequel? Un jour de jeûne. Ah. Un jour de jeûne. Pas... Vous parlez un jeûne collectif? C'est un jour de jeûne collectif. Ok. Je fais Shacharit, mais je ne jeûne pas. Je fais un Hanénou dans la Mida ou pas? Vous faites Shachari. Ah non. D'accord. Ah, c'est clair que non. N'est fait Que par celui qui est à jeun. Va jeûner. Ah oui. Très bien. Ah oui, sinon. D'ailleurs. Pourquoi je pose la question? Dans un livre de Tila, il y a marqué les jours de jeûne, on ajoute. Oui, bah oui. Les jours de jeûne. Non, vous avez raison, mais encore une fois. Celui qui jeûne. Non, vous avez raison. Encore une fois, c'est une preuve de plus, si on en avait besoin, qu'un sidour n'est pas un Shulchan Aruch. Dans un sidour, il y a des indications, mais ce n'est pas un Shulchan Aruch, ce n'est pas un livre de recueil de lois. D'ailleurs, il y a beaucoup de sidourim dans lesquels il y a des erreurs d'Halacha. Des petites erreurs. On ne rentre pas dans le détail, dans les machins, dans les petites subtilités de la Halacha. Donc on ne va pas te dire le gars qui jeûne machin, on dit le jour de jeûne, parce que c'est voilà, ça se présente bien comme ça. Mais c'est sûr que celui qui mange un jour de jeûne, il ne peut pas dire Hanénou. Il ne pourra même pas monter au Sefer Torah. Ouais, mais Shogeg, bon. Hein, non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Et un jour, pas un jeûne collectif, histoire, pour revenir sur ça. Oui. Quelqu'un qui dit je vais jeûner jusqu'à midi. Très bien, ça vaut quelque chose. Et le matin, il fait nuit. Ah, que d'après Abaye. Et à la fin? Non, non, c'est sûr que non. Que d'après Abaye. C'est valable. C'est valable. C'est bien ce que dit Abaye. Mettons qu'il mange juste après le petit déjeuner. Mais il a pris l'engagement la veille et il a fait la nuit. Donc il a fait la nuit. Il n'a pas mangé, il n'a pas dîné. Très bien. Mais par contre, il dit après le petit déjeuner, je déjeune. Après la tefila, je jeûne. Je prends mon petit déjeuner. Très bien. Dans ce cas, il aurait été logique qu'il dise Hanénou à Arvit. Chazak, pourtant, c'est pas le cas. Mais à Shacharit, pas, parce qu'il est sur le point de manger. Alors que d'après Abaye, c'est l'inverse. Chazak, d'après Abaye, c'est l'inverse. C'est parce que, en fait, si je suis déjà en état de jeûne le matin, même si toi tu t'apprêtes à manger dans une heure, là, à l'instant où tu pries, tu jeûnes. Et donc c'est bon pour Hanénou. D'après Abaye, hein. On ne parle pas d'Halacha ici. D'après Abaye. Très bien. Très bien. On continue. Mar Ugba, vous l'avez? Mar Ugba. Vous l'avez? Mar Ugba, Monsieur Ugba. C'est bon? On y va. Mar Ugba Ikla, les Ginzak. Un jour, il s'est baladé, il est arrivé dans une ville qui s'appelait Ginzak. Baou Miné, et comme c'était un grand rave, on dit, ah, ça tombe bien. On est toujours content quand il y a un rave qui arrive dans une communauté, parce qu'on a plein de questions en suspens, et du coup, peut-être que lui va nous donner les réponses. Donc, il est arrivé à l'endroit en question, et tous les fidèles, ou quelques fidèles, sont arrivés dans le lieu, ah, Rav, ça tombe bien, Baruch Hashem, on a des questions pour vous. On sait que vous êtes un grand Talmid Chacham, on a des questions pour vous. Et c'est parti. Baou Miné, on lui a posé la question. Mitani les shaot ou en mitani les shaot? Ah bah tiens,
c'est pour ça qu'on raconte l'histoire ici, c'est que c'est notre sujet. Il lui pose la question, il dit, Rav, concrètement, dans la halakha, on ne parle pas de la Gemara, machin, dans la halakha, ça marche un jeûne de quelques heures ou pas? Dis-nous, comment c'est tranché? D'accord? Est-ce qu'un jeûne de quelques heures, c'est valable ou ce n'est pas valable? Il les regarde, Lo ava beyade. Il dit, je sais pas. Je sais pas. Bon, ça arrive. Alors il dit, bon, alors on a une deuxième question. Kankanim shel nochim asurim ou mutarim? Il dit, dis-moi, une cruche dans laquelle les non-juifs ont mis du vin à l'intérieur. Donc c'est du vin non cachère. On sait que le vin, il a la halachot très sévère, etc. Mais maintenant, on a récupéré la cruche, on a vidé le vin. Est-ce qu'on peut utiliser cette cruche pour y mettre nos liquides à nous? Très intéressant comme question. Très très intéressant, parce que c'est une question d'actualité, messieurs. Pourquoi d'actualité? Bien sûr, vous allez voir. Laissez-moi finir et après on parle de l'actualité. Là, on n'a pas les mêmes journaux. Donc, il dit, une cruche dans laquelle les goïms ont mis leur vin, est-ce que nous, on peut l'utiliser pour mettre notre vin, nous par exemple, ou bien notre liquide? On a le droit ou pas? On verra. On a le droit ou pas? Il le regarde comme ça, il dit, Lo ava beyade. Je ne sais pas. Il sait rien. On va le virer, celui-là. Alors on dit, bon, t'es pas fort en halakha. Il y a des rabbanim qui, c'est pas leur spécialité. Peut-être que t'es fort en dracha. Bah oui, on change de truc. Il y a des commentateurs. Tu es un grand commentateur de Torah. Peut-être que tu es un grand commentateur. Tu n'es pas un Dayan, mais tu es peut-être un joli commentateur. Alors on dit, bah, on a une question, tiens. Ça tombe bien. Bamé Shimesh Moshe, Kol Shivat Yimei Amilouim. On sait qu'avant l'inauguration du Mishkan dans le désert, Moshe, c'est lui qui a montré aux Kohanim comment on fait pour monter et démonter le Mishkan. Il a fait ça pendant 7 jours. En réalité, Moshe a joué le rôle de Kohen Gadol. Là où on se pose la question, tiens, Moshe le pauvre, il n'a pas été Kohen Gadol, lui? Pourquoi il n'a pas été Kohen? C'est pas juste, le pauvre. Et pourquoi lui? Il y a son frère. Non, son frère, il aura le titre de Kohen Gadol officiel. Bien. Parce que Moshe avait refusé au début de faire la mission, etc. Donc on lui a dit, bon, si c'est comme ça, ce ne sera pas toi le Kohen Gadol, ce sera ton frère. Bon, mais normalement, ça aurait dû être lui. Alors quoi, juste parce qu'il a un peu refusé, on lui a tout enlevé, il ne peut pas avoir un petit peu de Kohen Gadol? Alors Hachem l'a dit, tu sais quoi, les 7 jours d'introduction à l'inauguration, c'est toi qui vas être le Kohen Gadol. Allez, je te le donne. C'est toi qui vas monter, démonter le Mishkan, c'est toi qui vas servir au Mishkan, d'accord, les 7 premiers jours pour montrer à tout le monde comment on fait. C'est toi. Waouh, génial. Mais on a une question qui n'est pas écrite dans la Torah. Quels étaient les habits de Moshe pendant les 7 jours d'introduction? Parce que les habits du Kohen Gadol, on connaît. Mais c'est pour le Kohen Gadol. Est-ce que Moshe a porté les vêtements du Kohen Gadol? C'est ça la question. Quels vêtements il avait? Nous, donne-nous la réponse. Vas-y, oh, tiens le livre, toi. Lo ava beyade. Il n'a pas su répondre. Encore? Rien. Ni halakha, ni truc, rien. C'est pas son truc. Ouais, c'est ça. Bon, il n'était pas en forme, il avait mal à la tête, il n'était pas en forme. C'est facile, ça. On revient toujours aux fringues. Schmatologue déjà. Mais la grandeur du Rav, c'est quoi? C'est que quand tu sais pas, Tu vas demander. Razak, non. On brode. On le connaît. Il faudra couper ça. Non, pourquoi? C'est non. Donc, la grandeur du Rav, c'est quoi? Tu as une question, tu as été coincé, tu ne connais pas la réponse, c'est une chose. Mais tu vas chercher la réponse. Donc, quand ce Rav est reparti, il a dû repartir très vite finalement. D'accord? Quand il est reparti, il a été au Beit HaMidrash et il a posé la question. Puisqu'il ne connaît pas les réponses, donc il pose la question aux gens qui sont là, les Avrechim qui sont là en train d'étudier au Beit HaMidrash. Azal Veshail Bemidrasha. Il a été et il a posé la question au Beit HaMidrash.
Amroulé, et on lui a donné les réponses au Beth Midrash. Au Beth Midrash, il y a les Talmidei Chachamim. Donc on lui a donné les réponses. Il cheta, voici la halacha. Mitanim les shaot. À la question de savoir est-ce qu'un jeûne de quelques heures, ça vaut quelque chose, on lui a donné la réponse, oui, ça vaut. C'est notre sugi à nous, hein. On a vu les deux opinions, le machin, d'accord? Oui, ça vaut quelque chose, c'est un effort, machin. Akadosh Baruch Hu prend en considération l'effort. Toujours selon décidé. Toujours, Razak, ça toujours. Un jeûne, même de quelques heures, quand on dit qu'il est valable, c'est seulement dans un cas où tu l'as pris sur toi la veille à Mincha, toujours. Sinon, ça n'a aucune valeur. Bien. Ensuite, ou mitpalelim tefilat ta'anit. Intéressant du coup. Non seulement ça a de la valeur, mais en plus, tu pourras dire Anénou. Donc, comme l'avait proposé Abaye. Intéressant. Donc, il semblerait, je n'ai pas regardé dans Shulchan Aruch, il semblerait que ça soit la halakha comme Abaye finalement. Que ça vaut et que tu peux dire Anénou. D'accord? À regarder dans Shulchan Aruch pour voir si ça a été jusqu'à ce point-là dans la halakha. Ve'il cheta, et sur la deuxième question, à propos des cruches, d'accord, dans lesquelles les goïms ont mis du vin, kankanim shel nochim, même une cruche dans laquelle il y a eu du vin, les achar shneim asar chodesh, mutarin. Au bout de 12 mois de non-utilisation, tu auras le droit de les utiliser. Et troisième question, Meshimesh Moshe kol shivat yemei hamiluim. Tu nous as demandé de savoir comment était vêtu Moshe pendant les 7 jours de l'inauguration du Mishkan. Bechalouk, lavan, avec une tenue blanche. Donc avec la tenue en lin, toute blanche, sans la moindre... Donc c'est pas la tenue du Kohen Gadol. Enfin, c'est la tenue du Kohen Gadol à Kippour quand il rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Mais c'est pas la tenue officielle du Kohen Gadol d'Appara. C'est pas la tenue d'Appara du Kohen Gadol. La tenue d'Appara du Kohen Gadol, elle est restée pour le Kohen Gadol, Aharon, et pas pour Moshe. Question. Vous allez me dire de la garder, mais c'est pas grave. Il y a toute une série de commentaires sur où ils ont trouvé dans le désert le bois pour faire le... Ah oui, ouais. Où ils ont trouvé le lin? En plein désert. Ouais. Non, parce que le bois, on nous dit que Yaakov, il l'avait vu et qu'il l'avait amené avec lui. D'accord, bon, ils avaient des fils d'or, des machins, et le fil d'or, d'où ils l'ont trouvé, le fil d'or? Ouais, ils ont trouvé, ils ont fait. Ils ont trouvé. Hachem a fait en sorte, de toute façon, tout ce qui était dans le désert, c'était comme miraculeux, tout ce qui s'est passé. Allez savoir, je sais pas où ça pousse, moi, le lin, peut-être qu'il y avait un truc de lin qui a poussé. Ouais. Peu importe. D'accord, peu importe. Excusez-moi. Non, c'est une bonne question, mais voilà, ça fait partie du système du désert qui était complètement miraculeux de toute façon. D'accord, sur tous les points. Alors revenons sur les 3 points en question, s'il vous plaît. Revenons. Non, le premier, on a bien compris. L'histoire du jeûne de quelques heures, ça y est, ça, on a bien ficelé le truc. On a bien compris. Mais il y a quand même 2 points qui nous intéressent. La cruche. Ah ben, Michel, vous arrivez pile au bon moment. Quand je parle de vin. Pas parce qu'on parle de cruche, Non, de vin, mais parce qu'on parle. les deux. Parce qu'on parle. Écoutez ça. Une cruche de non-juifs, dans lequel il y a eu du vin. Du vin, donc, Nesser, du vin de non-juifs. Quel est le problème? Quel est le fond du problème? C'est quoi la question, en fait? C'est que pendant le temps où la cruche a contenu ce vin, le vin, il a pénétré dans la paroi. Il y a, ne serait-ce que, une couche rouge, d'accord, qui va maintenant tapisser toute la cruche à l'intérieur. C'est les cruches c'est poreux, d'accord, c'est en terre, c'est poreux, d'accord, c'est de l'argile. Donc il y a une couche de vin non cachère tout autour. Et quand moi maintenant je vais l'utiliser, qu'est-ce qui va se passer? Cette couche-là, elle va donner de sa couleur, de son goût peut-être, à mon liquide à moi que je mets à l'intérieur maintenant. Or, ce vin-là n'est pas cachère. Donc, est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette cruche en sachant qu'il y a eu du vin dans cette cruche non cachère à l'intérieur? C'est ça la question. Pourquoi je vous dis que c'est un cas moderne? Razak.
c'est quoi toute la grande question actuelle toute la grande question actuelle de tous ces nouveaux whisky, ou même anciens, mais beaucoup nouveaux aussi, du Japon, du machin, etc. D'accord? C'est que on le fait vieillir dans des tonneaux dans lesquels il y avait du vin. Bien évidemment, maintenant, ces tonneaux, ils n'ont plus de vin, mais ils ont encore la couche de vin qui est tout autour, tapissée sur le bois. Et d'ailleurs, s'ils utilisent ces tonneaux-là, c'est bien qu'ils cherchent quelque chose de ce tonneau. Qu'est-ce qu'ils cherchent de ce tonneau-là? Pourquoi ils ne prennent pas un tonneau neuf? Pourquoi ils prennent un tonneau de vin? Parce que ça amène quelque chose en plus, un goût, un arôme, une couleur au whisky qui va lui donner quelque chose que les autres n'ont pas. Et donc toute la question est de savoir, est-ce que ce whisky est cachère? Une vraie question. Alors, il n'y a pas de Batel Bashishim? Alors, il y a deux. Allez-y, ouais. Le Batel Beshishim, il y a plusieurs choses. Déjà, le premier élément, c'est que quelque chose qui est important n'est jamais Batel. D'accord. Par exemple, vous me parlez de la présure, on peut dire, mais il y en a un tout petit peu pour une tonne de trucs. Ben, c'est pas grave, c'est du porc ou machin, c'est pas grave. Un tout petit peu, c'est Batel. On dit, ben non, quelque chose qui est essentiel n'est jamais Batel. Or, puisque c'est ce petit truc-là qui fait que tout devienne fromage, ça ne peut pas être Batel, parce que c'est lui qui donne la nature au fromage. Razak, d'accord, c'est lui qui enclenche tout le processus. Donc tu ne peux pas dire Batel sur quelque chose sur lequel tout tient. Premièrement. Et deuxièmement, il peut y avoir un problème de l'echatrila au Bediavad. Bediavad, c'est a posteriori, c'est peut-être pas un idéal. Alors on sait qu'on n'a pas le droit de nous-mêmes être mévatel. Je ne peux pas, moi, être à l'origine de l'annulation dans la quantité, etc. Mais si ça a été fait, alors c'est quand même cachère. Si ça a été fait, d'accord, ça veut dire que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ça a été fait, soit par erreur, ou bien pour un non-juif qui, lui, n'est pas au courant, enfin, voilà, n'est pas concerné par tous ces problèmes-là. D'accord? Alors là, du coup, c'est cachère quand même, mais bédiavad, a posteriori. D'accord? Ou c'est accidentel, Khazak. C'est le fameux cas de la viande, d'accord, la viande qui tombe dans, ou la goutte de lait qui tombe dans ton machin, etc. On est bien? On est bien. Très bien. Alors, Donc, la Gemara, elle traite de ça en fait. La cruche, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Eh bien, dit la Gemara elle-même. Donc maintenant, on comprend le truc. Au bout de 12 mois de non-utilisation, on considère que, écoutez bien, on considère que le goût est complètement détérioré. On va dire, ah ouais, mais il y a eu un petit goût de quelque chose. Ça s'appelle même pas un goût. si c'est le cas, ils ne vont pas l'utiliser pour le whisky parce qu'ils Ah, mais il y a quand même peut-être la couleur. Quelque chose. C'est quand même quelque chose. Au bout de 12 mois. Alors, ça c'est certain. Ça veut dire que le whisky n'est pas caché déjà? C'est quoi le... Ah, c'est... Alors, On va pas vous répondre. Vérifie tes trucs. Est-ce que c'est écrit sur l'étiquette? Whisky vieilli en fût de machin, etc. regardez ce que dit Rashi. On est tout en bas de la colonne de gauche, là. De gauche, ouais. Tout en bas. Écoutez Rashi. Les achar shnem asar chodesh. Les achar shnem asar chodesh, c'est un Rashi tout en bas, dans les lignes larges de Rashi. Vous allez voir que c'est très intéressant, parce que vous comprenez maintenant, quand vous faites une souga comme ça, et qu'ensuite on vous parle, par ailleurs, du sujet en question d'un point de vue halachique, tac, ça tilte dans la tête en disant « Ah oui, ça me rappelle ma Gemara ». D'accord, c'est ça, ça ne sort pas de nulle part la halakha. C'est puisé là et ça vous donne des arguments pour discuter. Le iPhone. Ouais. D'accord, ça vous donne des arguments pour discuter avec la personne qui vous donne une halakha telle ou telle. Et donc regardez ce que dit Rashi. Les achar shnem asar chodesh, au bout de 12 mois. Pourquoi 12 mois? Pourquoi c'est quoi ce truc de 12 mois? Oler ta'am yain neser. Le goût du vin non cachère qui était dedans, on considère que oler. Il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien au bout de 12 mois.
Ou mutarim belo irouy maïm. Rachid, tu rajoutes un truc que Gamara n'avait pas du tout parlé. Dis-moi, on l'utilise, mais on cachérise quand même ou pas? Oui, il y a quand même un petit truc là qu'on peut rajouter. Il y a une cachérisation nécessaire de ce tonneau ou de cette cruche. Il faut que je mette de l'eau bouillante dedans, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que le bois, est-ce qu'on a besoin de le tremper? Alors, le bois, attention, tremper mikvé, non. Mais cachériser, oui. Le bois, ça se cachérise, messieurs. D'accord. C'est du lavage. À l'eau bouillante. Avec la flamme? Non, non. Non, avec l'eau bouillante. C'est pas comme... Chazak. Pas comme un matechet. C'est pas comme un... C'est pas agala. Exactement. Si, c'est agala, c'est pas liboun. C'est agala, c'est pas liboun. Agala, c'est à l'eau bouillante. Liboun, c'est à la flamme. D'accord? Donc, quand j'entends à l'eau bouillante, c'est-à-dire qu'on met un fer qui a été rougi... Ah, chazak. Ah, ça c'est autre chose. D'accord? Quand je dis effectivement à l'eau bouillante, c'est qu'il faudrait, c'est pas le cas, mais il faudrait que je mette de l'eau bouillante à l'intérieur de la marmite et que ça continue à bouillir quand elle est dedans. Si, c'est possible. Si tu rajoutes à l'intérieur une source de chaleur. Ah oui, comme le truc qui fait déborder à Khazak, c'est un peu la même idée. Un fer brûlant, c'est ce que disait Michel. énervant, hein. D'accord? Ou bien un caillou. À l'époque, ils avaient des cailloux. Ils faisaient rougir le caillou et ils le jetaient à l'intérieur de l'eau. Comme ça amenait encore une source de chaleur supplémentaire. Exactement, on est d'accord. Donc, Rachid nous dit quoi? Il nous dit, hey, il y a un autre système de cachérisation qui n'est pas l'eau bouillante, qui n'est pas la flamme, que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Irouy Maïm. Alors ce système-là, sachez qu'on l'utilise dans tous les châteaux où on fait du vin. On l'utilise pour cachériser certaines citernes et certaines cuves de vin. C'est quoi comme système de cachérisation? Écoutez bien. Ce qu'on appelle un irouille. Irouille, ça veut dire quoi? Remplir, verser. Je remplis la cuve d'eau. Complètement, glac, glac. Pas chaude, hein? Hop. Je la vide, je la laisse 24 heures, je la vide et je fais ça 3 fois. Et c'est une cachérisation. Donc on n'a pas besoin d'attendre les 12 mois. Ah, non, hein. Attends une seconde. Il t'a dit. Dans un château, ils ne peuvent pas faire ça. Ce que vous proposez. Ah, vous parlez dans le château? Ah oui. Alors, je croyais que vous parliez de Rachid. Rachid te dit que quand les 12 mois sont passés, tu n'as même pas besoin de faire un irouille. Tu n'as pas besoin. Khazak, tu n'as même pas besoin. Si tu les prends dans les 12 mois... Khazak, c'est la suite de Rachid. Aval, mais Tor Yudbet Rodesh, si tu es dans les 12 mois, donc dans l'année d'utilisation, Tsarich, Irouille, Shloshayami, mais Etlet. Mais si jamais ça a été utilisé dans les 12 mois, il faudra faire un irouille, c'est-à-dire remplir ta cuve pendant... Alors, dans les mots de Rachid, c'est pour ça que je n'ai pas été rigoureux sur ça, Khazak, 3 jours. 3 jours, mais et 3 fois 24 heures consécutives. D'accord? Donc on pourrait imaginer que c'est juste je remplis une fois et je laisse ça pendant 3 jours. Consécutif. Lundi, mardi, mercredi, ou ça peut être lundi, jeudi, vendredi? Non, consécutif, mais et Vendredi, ensuite il y a le dimanche. Non, mais et 3 24 heures d'affilée. Puisque je laisse rempli en fait, je laisse rempli et je laisse 3 jours d'affilée. Alors, sachez que c'est un vrai système de cachérisation. Hein. C'est pas un truc moyen. C'est un vrai système de cachérisation que l'on utilise même dans les hashgachot les plus sévères dans le vin actuellement. Quand j'étais à Bordeaux, d'accord, on fait comme ça. Alors, parce que des fois il y a des cuves. En fait, il faut comprendre. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Ça a l'air un peu léger comme cachérisation. Vas-y à l'eau bouillante. Parce qu'il faut bien comprendre. La taille d'une cuve de vin dans les grands châteaux, c'est immense. Alors pourquoi ça marche avec Attends une seconde. C'est immense. Ouais. Ça veut dire que pour la cachériser, et je l'ai fait, tu rentres à l'intérieur, il y a une porte en bas, tu rentres à l'intérieur avec un kaoué, les bottes, les machins, tu rentres à l'intérieur avec un karcher, bouillant, tu te prends à 3 fois dans la tête à chaque fois, et écoutez bien, tu dois passer ton karcher bouillant sur toute la paroi.
Alors, quand la cuve est à taille humaine, il y a des cuves de taille moyenne dans les châteaux, petites propriétés, d'accord? Alors tu rentres dedans et tu arrives, grâce au bâton de ton karcher, à mettre de l'eau bouillante sur toutes les parties de la cuve, tu tires un peu en haut, tu as une échelle aussi, tu mets l'échelle à l'intérieur de la cuve, c'est un truc de dingue, tu étais dans le noir, d'accord? Tu rentres à l'intérieur et tu te mets ton eau partout, ok. Mais quand on a une cave dans laquelle on récolte du vin de tous les environs, c'est pas du vin de bonne qualité en général, d'accord? Mais les cuves, une coopérative, les cuves, elles sont immenses. Immense! Et tu peux pas rentrer, enfin tu rentres dedans, mais ça sert à rien. Mais c'est immense! C'est immense, c'est immense, immense. Tu peux pas faire avec ton karcher, tu peux pas. Alors dans ces cas-là, comment tu fais pour kachériser? Eh bien tu utilises le hirouille. Tu fermes la cuve, clac clac, et tu remplis de l'eau à l'intérieur. Le propriétaire il te tue, il te maudit. C'est une tonne d'eau. Tu te rends plus compte de remplir une cuve de je sais pas combien d'hectares, d'accord, que tu remplis comme ça. Pendant 3 jours, une fois pendant 3 jours, d'après ce que dit Rachid. C'est des caves en métal, ça? Ouais, exactement. Il y a des fois, on trouve en résine. Dans certains châteaux, c'est en résine dans la terre. Ouais, c'est-à-dire c'est une cuve qui est dans la terre. Des fois, c'est en extérieur, des fois, c'est dedans. La résine, ça se cachérise. La résine, ça se cachérise. Si elle est abîmée, elle devient... Ah, je ne parle pas qu'elle soit abîmée. Elle doit être en bon état. Elle doit être en bon état. Elle doit être en bon état. Hein. Elle doit être en bon état. Ça parce qu'on fait du vin dans les cuves, bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bah oui, parce que la cave, elle fait des vins non cachers, et tu fais une production cachère ou une partie de ta production cachère, mais tu récupères leur cuve. Tu cachérises tout en fait. On cachérise les tuyaux, les machins. Par la production cachère en fait, nécessairement. Ben non, mais c'est en même temps, parce que la date de la vendange, c'est la date où tu fais tout en même temps, sinon le gars il devient dingue. Tout en même temps, tu ne peux pas attendre, c'est à la minute près, les calculs. Depuis la récolte du raisin. Bien sûr. C'est-à-dire que le mashguer, il est là. Ah oui. Le départ jusqu'à la fermeture de la bouteille. D'accord. Et tu fais tout en même temps. Ils sont obligés. Ils peuvent pas se réserver qu'aux juifs, parce que les taux de sucre, les taux de machin, c'est à la même date pour toute la cave, quoi. C'est technique, mais je croyais qu'on était obligé d'attendre que le vin, entre guillemets, faire patienter le vin dans les cuves pendant un certain temps. Pour que le vin prenne. Bien sûr. Alors. Plusieurs mois. Bien sûr, mais ils ont d'autres. Il y a des cuves de stockage et il y a des cuves de travail. Et là, ça, c'est les cuves de travail déjà. Après aussi, on cachérise aussi les cuves de stockage pour le vin de longue année. D'accord. Mais déjà, il y a le travail immédiat à faire pour qu'il prenne sa couleur, qu'il prenne le machin, les remontages. Enfin, c'est tout un métier. Une sortie fondamentale entre du vin cachère et du vin non cachère pour le fabricant. C'est qu'il touche rien. C'est tout. Il touche rien. Aujourd'hui, plus rien. Aujourd'hui, à notre époque, plus rien. Ouais, mais aujourd'hui, plus rien. Enfin, les Italiens, ils rajoutent. Aujourd'hui, ouais, c'est ça, mais aujourd'hui, plus rien. Concrètement, dans des grands vins, les machins, il n'y a pas de. Il faut arrêter avec les trucs de sang, de machin. Il n'y a plus, mais c'est plus d'eau. Ça remonte. Oh, ça remonte pas si longtemps. Hein. Oh, ça remonte. Ouais, c'est ça, donc c'est plus de notre époque. D'accord, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de distinction. D'accord, il n'y a plus. Sauf que c'est pas manipulé par le non-juif, c'est manipulé que par les. C'est la seule raison. D'accord. C'est ça qui fait la différence. Ok. Donc, messieurs, c'est bon, on est bien? Donc c'est intéressant, hein? Le whisky, c'est ça la problématique du whisky aujourd'hui. Alors, pour reparler du whisky, c'est pas un cours d'halakha, et je tiens pas tous les trucs sur le sujet. Mais j'ai lu, parce que je m'intéresse à ça en ce moment pour une autre question, j'ai lu une sheila du Rav Weiss. Le Rav Weiss, c'est le président de la Eda Acharidit de la cacheroute. Donc un truc hyper orthodoxe. Orthodoxe. Lui, il considère que ça pose aucun problème. Quoi? Incroyable. Que le whisky qui a été dans une truc en vin, machin. Quel pays il est? En Israël, c'est le président du truc de cacheroute d'Israël. Et donc lui, il dit, voilà, il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien, c'est des vieux tonneaux. Alors il faut s'assurer quand même de la date du tonneau, machin, mais on peut se l'en assurer. En général, ce sont des vieux tonneaux d'Afka, d'accord, dans lequel maintenant, il n'y a plus de problème, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. En général, ils sont transportés du Portugal, parce que c'est souvent le Portugal. C'est là-bas qu'il y a des machins. Et ça va en Écosse, en le temps que ça aille, etc. Ça prend énormément de temps. D'accord, donc ils tranchent comme ça, que les whiskies aujourd'hui, ça pose pas de problème. D'autres ne sont pas d'accord. Il faut le savoir, d'autres ne sont pas d'accord. Et on se dit que non. En France, par exemple, ils ne sont pas positionnés.
Le rabbinat en France ne veut pas se positionner, je ne sais pas pourquoi, machin, d'accord, il a pas encore tranché, je sais que c'est à l'étude. Ils sont en train de discuter, c'est à l'étude. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand c'est comme Pourquoi ça... avoir besoin d'être à l'étude alors que c'est déjà déjà truc par un monstre d'Alaha? C'est ça. Ah, vous savez comment c'est, chacun veut avoir son rabbinat qui tranche pour C'est ce qui me rappelait, c'était que le grand rabbin de France avait dit, de temps en temps, il y a des disputes halachiques. C'est vrai, ça peut arriver. Il y a eu le même débat, C'est surprenant quand même, parce que il faudrait étudier la Maseret, mais comment est-ce parce qu'on pourrait considérer que c'est le grand Beddin Israël, et ici c'est le petit Beddin. Alors comment est-ce qu'on peut aller contre... Vous avez raison. Il y a eu le même débat, écoutez bien, il y a eu le même débat. Je vais vous dire pourquoi allez-y, mais... Il y a eu exactement le même débat lorsque est sorti sur le marché l'orangina rouge. Parce que vous savez que les premiers orangina rouges, c'était avec de la cochenille. Comme son nom l'indique, en fait, c'est de la chenille. C'est des chenilles de je ne sais pas quel pays là-bas, d'accord, qu'on faisait sécher, qu'on broyait, et c'est ça qui donnait ce rouge du orangina rouge. Et donc se poser la question de savoir est-ce que c'est cachère ou pas. Eh bien, écoutez bien, au début, la première année où c'est sorti, le consistoire a tranché que c'était assourd, les orthodoxes ont tranché que c'était autorisé. Parce qu'il n'y a plus d'aliments à l'intérieur. Ils ont trouvé dans le Shulchan Aruch, écrit dans le Shulchan Aruch explicite, il est écrit que tu prends une chenille, que tu fais sécher pendant un certain temps, et ensuite que tu broies, etc., que c'est cachère, que c'est plus rien. Il nous dit c'est comme si tu léchais un morceau de bois, c'est plus rien. Et donc du coup, le rabbinat orthodoxe avait tranché que ça pose aucun problème. Le consistoire au début avait été un peu réticent sur cette idée-là en disant mais quand même c'est de la chenille, etc., ça ne peut pas être autorisé. Oui, il devait partir. Excusez-moi. C'est pour ça que je vous parle du... Allez-y. La gélatine? La gélatine. Ah, pour dire que voilà, c'est aussi complètement dénaturé, machin. J'ai acheté à des personnes qui me sont chères des bouquins de vulgarisation du judaïsme, dont un livre qui s'appelle Le livre juif du pourquoi. Je parle de ça il y a 20 ans. Ce livre était préfacé par le grand rabbin Citruc. On va partir du principe qu'il a lu le livre avant de le préfacer. Et dans ce livre sur la gélatine, il présente ce que vous dites sur la cochenille, c'est-à-dire une école qui dit la gélatine c'est assourd, et une école dans ce livre qui est préfacée par le... Non, vous avez raison, c'est le même raisonnement, c'est exactement le même raisonnement. La gélatine, elle est réduite, elle est tellement réduite qu'il ne reste plus rien d'animal dedans. C'est exactement le même raisonnement. Mais dans la pratique, c'est sûr que sur la gélatine... Il y a 2 tomes, le livre... D'accord, mais vous avez raison. Voilà, vous comprenez notre raisonnement, c'est notre Gemara. Mais pourquoi? C'est ici. Donc, juste pour terminer sur le sujet, le commentaire que j'ai ici nous dit que quand on nous dit que l'on remplit avec de l'eau pour cachériser pendant 3 jours consécutifs, il rajoute ici, écoutez bien la phrase, elle est importante, Memale maïm, je remplis de l'eau, donc dans la cruche, quand c'est dans les 12 mois, je remplis de l'eau tout entier, shoé metlet, je laisse 24 heures avec cette eau, ou me'are et amaïm, je verse l'eau, donc je la jette, vechoser veosekar, et ensuite je la remplis une deuxième fois, je laisse 24 heures, je vide, et je remplis une troisième fois, je laisse 24 heures et je vide. Voilà, c'est ça le hirouille. Et effectivement, c'est comme ça qu'ils faisaient dans les caves, c'était de remplir à 3 reprises pendant 24 heures, et donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'eau, d'accord, pour remplir à 3 reprises les cuves, pour les cachériser, quand on est encore dans l'année. Mais après l'année, il n'y a plus de problème. Bien. Ici, c'était la Souga, on pose la question à Rabbi. Donc, la Souga, c'était, parce qu'en fait, il y avait 3 questions, vous aviez loupé la première, c'était de savoir, c'était la suite de la semaine dernière, est-ce qu'un jeûne de quelques heures, ça vaut quelque chose? On avait répondu oui. On lui avait posé une deuxième question, parce qu'il était là, on en avait profité pour lui poser des questions. Est-ce qu'une cruche dans laquelle on a le droit d'utiliser? Réponse, oui, au bout de 12 mois. La troisième maintenant. On a dit, quels étaient les vêtements de Moshe Rabbeinu lorsqu'il a servi pendant les 7 jours?
Alors on a donné la réponse, ouais, avant l'inauguration du Mishkan. Avant Bayom Hashemini. D'accord, juste avant le Bayom Hashemini, c'est Moshe qui a fait le Kohen Gadol. Pendant qu'on apportait les corbanotes. Pendant qu'on exactement, d'accord, les premiers corbanotes de mise en route. Eh bien donc c'est Moshe. On a dit, il était en blanc. Okay. Précision maintenant, on reprend la Gemara. Donc il était en blanc, c'est une chose. Rav Kahana matne, Rav Kahana rajoute, Bechaluk lavan. En fait, il avait une tunique blanche. Chez Enlo Emra, sans la moindre poche. Une tunique blanche sans la moindre poche. Rashi, regardez votre Rashi. Le dernier Rashi. Écoutez bien. C'est quoi Imra? Parce que c'est un mot qu'on ne connaît pas, Imra. C'est quoi ce mot Imra? C'est de l'araméen, c'est d'où ça sort, on ne sait pas ce que c'est. Alors, première réponse de Rashi, Safa. C'est une tunique dans laquelle il n'y a pas de revers. Ouais, pareil. Bah oui, il n'y a pas de revers, ni dans les manches, ni en bas de la tunique, il n'y a pas de revers. Donc elle est, tac, coupée à ras, sans revers. Metargiminan Imra, c'est ça qu'on appelle Imra. Kelomar, c'est-à-dire, Tachuvaya Machut Echad, Kol Achaluk, Velo Kabegadim Shelanu. Donc en fait, c'était cousu pile, donc sans la moindre revers, ouvert, pas comme nos vêtements à nous, ça veut dire sans poche, sans etc. Pourquoi? Shebata Yadaim Medubakim, Beged Aguf Bitfira, Kede Shelo Yersheduhu, Shema Beota Safa, Otsima Ota Kodesh, Mishum Shenemar Vitem Nekiim, Me Hashem ou Me Israël. Waouh! Même les manches, elles étaient en une seule pièce. Elles devaient être avec l'épaule. On dit pourquoi? Donc il n'y avait pas ni de poche, ni de revers, ni de couture, rien du tout. Parce que de peur qu'on dise à propos de Moshe que lorsqu'il est rentré à l'intérieur du Mishkan, il a piqué de l'argent dans les caisses et qu'il est sorti avec. Et qu'il les a planqués dans ses poches et dans ses revers et dans ses trucs de tenue. Même Moshe Rabbeinu, il est soupçonné de vol. Parce que quel bisaïon, Ben oui. on lui a lui. Donc lui, il pourrait, pourquoi te dire quand même, mais Dafka, il pourrait se laisser tenter. Pourquoi il pourrait se laisser tenter? Parce qu'il va dire, mais moi je suis Moshe, personne ne va me voler, va me surveiller. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne va me surveiller, moi, c'est moi Moshe. Donc son Yetzer Hara va être encore plus puissant, en disant, mais vas-y, profite, personne ne va fouiller tes poches. Et Moshe Rabbeinu, qui c'est qui va fouiller le président? Personne ne fouille le président, d'accord? Eh bien on nous dit, Rashi termine par ce fameux pasouk, Viyitem Nekiim, me Hashem ou me Israël? Où ça? Dans Bamidbar. On nous dit, pas dans Bamidbar, enfin, dans le livre de Bamidbar, ça doit être plutôt vers la fin de Bamidbar. Et on nous dit quoi? Parce qu'il pourrait très bien dire, bah attends, dis-moi, j'ai ma conscience pour moi, hein. Ils ont qu'à me soupçonner, bah je m'en fous. J'ai ma conscience pour moi, je sais ce que je fais. On dit, bah non. Parce que tu dois être propre aux yeux d'Hachem et aux yeux d'Israël. Ça veut dire que tu ne dois pas laisser les gens parler sur toi. Si tu t'occupes d'une tzedaka, tu dois rendre des comptes. Tu t'occupes d'un machin, d'une caisse, tu rends des comptes. Tu vas dire, ah mais personne ne me le demande, ils ont tous confiance en moi. Tu dois rendre des comptes. Ne laisse même pas les gens imaginer que tu prends quelque chose. Même Moshe Rabbeinu, il a rendu des comptes. Alors quoi, toi tu vas être vexé en disant, ah on m'a soupçonné? Même Moshe Rabbeinu, on l'a soupçonné. On continue. Amar Afrizda, on tourne la page. Nouvelle page pour vous, Yudbet. Donc la parenthèse des trois questions se referme et on revient sur le sujet de jeûne de quelques heures. Hade Amar Mitanim Leshaot. Dis-moi, quand tu dis qu'un jeûne de quelques heures, ça vaut quelque chose? Puisque c'est la conclusion. Vehu shelo taram klum ada erev. Alors là, il vient nous mettre une condition nouvelle qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Il nous dit, attends, ça vaut quelque chose, mais à condition que tu restes à jeun jusqu'au soir. Alors tu commences plus tard. Alors c'est quoi ce truc-là alors? Donc c'est un jeûne décalé en fait. Oui, c'est ça, tu commences plus tard. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à... En tout cas, ce qui compte, c'est d'être à jeun à la fin de la journée. Donc tu peux jeûner quelques heures, mais en fin de journée.
C'est ça. Donc le matin, tu peux manger, mais tu dis, bah, je vais jeûner de 13h à 18h, quoi. D'accord? Juste pour finir ma journée. Ok. Donc ici, mon commentaire me rajoute. Im kibel alav litanot rak mechatzit hayom. Par exemple, quelqu'un qui prend sur lui de jeûner que la moitié de la journée. Et non ershav ta'anit, ça ne sera pas un bon jeûne. Et là, il est maaseh lo achal bemesher kol hayom. Mais en réalité, il fait que ce soit un jeûne de la journée entière. Avalim ta'amashu acharei hashaot sheki kav'an leta'anit, en ta'anitun nershavim leklum, sharei enze inouy shel mamash. On nous dit pourquoi il faut que ça soit long, parce que sinon ça ne s'appelle pas une souffrance. Pour jeûner, il faut souffrir. C'est ça le but, c'était la teshuva, etc., comme on l'a expliqué. D'accord? Donc si tu jeûnes et que tu finis pas, tu n'as même pas l'idée d'une journée comme ça complète, ça vaut rien. Alors la Gemara dit, Amarle Abaye, Hatanit me aliatahi. Il dit, mais attends, mais je comprends rien. Si tu me dis que finalement, pour que ça soit un jeûne valable, il faut jeûner la journée entière, alors ça s'appelle plus un jeûne de quelques heures. Je comprends rien ce que tu me racontes. Tu viens de me dire, un jeûne de quelques heures, c'est valable, mais à condition de jeûner jusqu'à la soirée, jusqu'au soir. Alors Abaye dit, mais attends, mais si je jeûne jusqu'au soir, ça veut dire que c'est un jeûne normal. Donc ce jeûne-là, ça ne s'appelle pas un jeûne de quelques heures. Qu'est-ce que tu me racontes? Je ne comprends rien ce que tu me dis. Réponse, l'autricha. Non, voilà ce que je voulais dire. Des imlach imlouché. C'est le cas de quelqu'un qui change d'avis en cours de journée. Par exemple, Rashi. Alors attendez, on a déjà le premier Rashi. Regardez le premier Rashi, vous l'avez tout en haut de votre page à droite. Donc c'est déjà la première opinion qui dit, voilà. De amrat mitani le shaot, qu'on a le droit de jeûner pour quelques heures. Ou chez l'otam klum adoto ayom, kol oto ayom. Alors Rashi, vous avez, il n'a pas la même version que dans la Gemara. Il dit que quand on dit qu'un jeûne de quelques heures c'est valable, c'est à condition de ne rien manger toute la journée. Alors Rashi dit, kelomar, c'est-à-dire, lo amrou chez mitane, chez achal bo bayom, donc quelqu'un qui jeûne mais qui a déjà mangé le jour en question. Kegon, par exemple. Chez itri leitanot atratsi ayom. Il a commencé à jeûner jusqu'à la milieu de la journée. Et ensuite il mange. Des enze inouï, quelqu'un qui mange à partir de midi, ça ne s'appelle pas faire un jeûne, ça c'est rien. Et s'il mange avant le milieu de la journée, ça vaut rien. S'il mange avant le milieu de la journée, ça vaut rien. Quelqu'un qui dit je vais jeûner de 8h à 11h, ça vaut rien ça. On va faire la prière du matin. Chazak, c'est que shacharit. Mais c'est pas assez pour que ça s'appelle un jeûne de quelques heures. Il faut au moins empiéter sur l'après-midi pour que ça vaille quelque chose. Des notanichel kloum, ça vaut rien ça. Et là, chez Ishlim, kol hayom. Mais il faut absolument faire la journée complète. Afalpi shelo kibelo alav me etmol. Ah, Rachid, tu viens de te faire comprendre le truc parce que je comprends rien. Si effectivement tu me dis que je dois jeûner de la journée entière, pourquoi tu dis que ça s'appelle un jeûne de quelques heures? C'est pas un jeûne de quelques heures, c'est un jeûne entier. Il dit non, c'est le cas de quelqu'un qui ne l'aurait pas pris sur lui la veille. Donc écoutez maintenant, quelqu'un qui ne prend pas le jeûne sur lui la veille, qui se réveille le matin et qui se dit je vais jeûner. Même s'il jeûne toute la journée, ça s'appelle un jeûne de quelques heures. Ça s'appelle Ta'anit Shaot. Pourquoi? C'est quoi la différence? J'ai jeûné autant que mon voisin. Parce que lui, il a pris la veille avant Mincha, alors que toi, tu ne l'as pas pris sur toi la veille. Pourtant, vous allez jeûner le même nombre d'heures jusqu'à la soirée. Mais ça s'appelle Ta'anit Shaot quand je ne l'ai pas pris sur moi la veille. Ou parir. Idekabel alav litanot atratziyom ve'adar mitane kol hayom hay ta'anita ma'aliatahu. Il dit, ok. Alors, mais si moi j'avais l'intention de jeûner jusqu'à midi, et que finalement, je me dis, regarde, il est déjà midi, on est en hiver, dans 4 heures c'est réglé. Allez, je continue. Ça vaut quelque chose ou pas? Lui, il avait pris la veille, mais que jusqu'à midi.
Il a fait Lui, un vous l'avez pas décidé. Et il a fait un énou à Shacharit, comme on a expliqué. Jusqu'à midi, ça aurait été un jeûne. Alors, s'il avait fait jusqu'à midi, S'il avait fait comme son intention. c'est un jeûne. C'est un jeûne. Ah oui, on a dit, Ta'anit le Shaot, c'est Ta'anit. Un jeûne de quelques heures, c'est un jeûne. Ça, on avait dit. Mais maintenant, lui, le cas, c'est un peu différent. C'est qu'il se dit, maintenant, ce que j'ai fait, c'est bon. Mais maintenant que je suis déjà sur ma lancée, je m'aperçois que je n'ai pas très faim, je suis en train de travailler, machin, je ne vais pas aller manger, je vais finir ma journée. Et donc, je vais aller jeûner jusqu'à la nuit maintenant. Est-ce que ça vaut quelque chose? Il n'a pas décidé la veille. Il n'a pas décidé la veille, Il a non? commencé et il finit la journée. Ça avait de la valeur jusqu'à midi. Parce qu'il s'était engagé jusqu'à midi. Mais maintenant, il n'avait pas l'intention de jeûner jusqu'à 16 heures. Il n'avait pas l'intention au départ. Oui. Prolonge une mitzvah. Ah, attends, mais c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah. C'est un inouï. C'est une souffrance que tu prends sur toi parce que pour telle ou telle raison. C'est d'accord? C'est pour faire tes chouvas, peu importe. D'accord? Toi, tu avais voulu le faire jusqu'à Chatzot, jusqu'à midi. Et après, tu te dis, je vais prolonger, c'est pas grave. Mais ils ont dit qu'il faut aller jusqu'au soir. Mais non, mais justement, c'est ça la question. La première opinion, il dit. Ça nous apporte, puisque ma question, c'est si déjà à midi, son jeûne est accepté, il est valide. Oui. Qu'est-ce que ça apporte d'aller jusqu'au soir? C'est un jeûne partiel ou pas? Parce que la question, c'est est-ce qu'à Mincha, il va encore faire un énou, par exemple? C'est une incidence. C'est une incidence. D'accord. Ça veut dire, est-ce que c'est vraiment considéré comme un jeûne ou ça vaut rien? Ouais. Parce qu'un jeûne, on l'a expliqué, un jeûne que je n'ai pas pris la veille, on a dit ça vaut rien. Donc là, les quelques heures supplémentaires, je ne les ai pas pris la veille. Il y a quand même une partie. Mais j'ai pris une partie, mais la partie elle est validée, cette partie-là que j'ai prise sur moi. D'accord. Enfin, Donc j'ai une partie qui est validée, mais le midi à 16 heures, ça vaut rien, ou pas? effectivement, il y a- Donc, ici, il nous dit, non, effectivement, ça vaut rien. Ça vaut rien. Pourquoi ça vaut rien? Parce que mlouché, mliché. C'est un gars, en fait, qui change d'avis. Qui fait comme ça à la légère. C'est ça. Il dit, Rachid te dit, Keloma, loaya bedato kla leitanot. Prenons le cas de quelqu'un. Il se réveille le matin, il n'avait pas l'intention de jeûner. Il n'avait pas l'intention. Il n'a rien pris la veille. Il s'est réveillé le matin, à la bourre. Ouais. Il fonce. Il fait sa tuile à toute allure. Tac, il fonce au boulot. Il voit sa montre, il est 11h, il n'a pas mangé. Il dit, tiens, il est déjà 11h, j'ai pas mangé. C'est toujours ça le prix. Allez, je continue jusqu'à 16h, c'est la nuit à 16h, on est en hiver. D'accord? Je continue jusqu'à 16h, c'est un jour de jeûne. Là, il nous dit, ah non, imlouché, quelqu'un qui le fait comme ça à la carte. Il ne l'avait pas prévu la veille. Khazak. Maintenant, celui qui l'a prévu la veille, Mais jusqu'à quelle heure? de jeûner jusqu'à midi. Très bien. Donc jusqu'à midi, c'est valable. Lui, il a prévu, c'était prévu. Bien. Donc jusqu'à midi, c'est cachère. En quoi le fait qu'il décide de Poursuivre. continuer, Parce qu'il n'a pas décidé. Là. Parce que ça ressemble au gars qui a dormi à jeun. Mais si, bien sûr, ça ressemble à ça. Il a dormi à jeun, et le matin, il se dit, bon, regarde, je vais rien manger, je vais finir la tefila, et puis je mangerai après. Ça ressemble un peu, c'est le même genre. C'est que les heures, elles sont tombées là par accident, quoi. Il n'a pas fait exprès de jeûner. Là, ici, alors il fait exprès, mais il n'a pas pris sur lui, ce n'était pas dans son intention première. Quelqu'un qui ne prend pas dans son intention première de jeûner, et qu'il ne l'a pas décidé donc la veille, ça vaut rien. Ce qui est Ça vaut intéressant, c'est que même si ça lui coûte à lui qu'il a une souffrance réelle de faire quelques heures de plus, malgré ça, C'est une souffrance en vain. parce qu'on pourrait imaginer le cas où c'est pas. C'est une souffrance en vain, facile, mais- souffrance gratuite. Voilà, c'est une souffrance gratuite. Souffrance C'est pas gratuite. validé parce que ce qui compte, c'est l'engagement. Exactement, exactement. on l'a validé parce que Chazak ou Baour.